Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo. Bonjour Léo, Bonjour Arthur. j'espère que tu vas bien. Ouais, très, très bien. Merci de m'inviter. C'est la première fois que je passe sur un podcast, donc très content, un petit peu Ah bah, il faut stressé, mais bien très content. une première fois. Mais du coup, si je t'ai invité, c'est parce que toi-même, tu es podcasteur. Tu détiens la chaîne YouTube qui s'appelle le Laboratoire d'Hippocrate, où tu fais intervenir des, euh, des personnes du monde médical, donc principalement, si j'ai bien compris, des médecins. Mais peut-être dans un premier temps, je vais te demander de te présenter un peu, qui tu es en fait derrière, ce labo d'Hippocrate. Ouais, je m'appelle Léo, j'ai 27 ans. Je suis interne en médecine générale à Rennes. Donc pour ceux qui ne savent pas, interne, c'est étudiant en médecine encore. Ça fait 8 ans que j'ai ce titre d'étudiant en médecine, donc bientôt la fin. L'internat se termine en mai, 2026. Et à mes heures perdues, un peu moins perdues en ce moment parce que ça reste quand même assez fréquemment, j'ai le podcast Le Labo d'Hippocrate qui est, sur toutes les plateformes de podcast où en effet j'interviewe des professionnels de santé, un peu tout horizon, beaucoup de médecins parce que, une chose qui est importante derrière ce podcast, c'est, la nécessité d'avoir la preuve scientifique de tout ce qu'on raconte. Et donc nous, en tant que médecin sur, alors beaucoup de diètes aussi, mais en tant que médecin sur, toute cette partie-là, on est quand même beaucoup plus rigoureux, que potentiellement d'autres intervenants qu'on peut entendre et voilà, c'est l'espace que j'ai voulu créer, avec cette idée-là. Ça, c'est clair que si, on regarde un petit peu, tous les messages véhiculés, sur la santé, sur les réseaux sociaux, bah, c'est bien que, bah, ton podcast puisse exister et faire passer des messages qui sont, bah, voilà, appuyés par des preuves, au niveau scientifique et qui promeut la vraie santé, si je puis dire. Ouais, ouais, complètement, sachant que tous les discours, sur le papier sont entendable, mais faut apporter la preuve de quelque chose. Moi, je suis contre l'argument d'autorité, c'est-à-dire que j'ai pas des médecins parce qu'ils sont médecins, j'ai des médecins parce que, ils peuvent apporter la preuve de ce qu'ils disent. J'ai des non-médecins aussi, qui apportent la preuve de ce qu'ils disent et donc qui sont dans le podcast. Et c'est le point vraiment important, c'est que l'argument d'autorité, il y a plein de médecins qui disent n'importe quoi, hein. Ça, c'est, faut le savoir, hein. Il y a plus de, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers de médecins en France. Il y en a plein qui disent n'importe quoi et c'est OK. C'est humain aussi de se tromper parfois et donc déteste l'argument d'autorité qui est de dire: «Parce qu'il est médecin, il a forcément raison». Non, c'est si votre garagiste est en mesure de vous apporter la preuve de ce qu'il raconte sur la santé, il a tout autant raison qu'un médecin. Et ça, c'est je pense, c'est important de rappeler qu'effectivement, le titre ne fait pas tout, surtout, quand, bah, voilà, la médecine, c'est quand même, segmenté en spécialités et c'est vrai que parfois on peut entendre, des médecins spécialistes, par exemple des cardiologues, parler, d'autres, spécialités, sans pour autant, bien évidemment, ils ont une connaissance de base de la médecine, mais sans pour autant, vraiment plus s'y connaître que, un médecin qui serait spécialisé dans cette branche-là. Mmh, complètement et puis la science évolue tellement que, bah, ce que tu as Beaucoup appris, trop vite. tu vois, même moi, genre, ça fait 8 ans, j'ai même pas fini mes études, qu'il y a des choses que j'ai appris au début qui sont fausses maintenant. Donc Il y a c'est même des choses qui important sont pas d'avoir encore intégrées dans les ouais, cursus. en C'est ça plus, qui est parce fou. que en cours, de découverte ou tout ça et je pense que c'est important de faire un peu vœu d'humilité. Alors c'est la grosse problématique, je trouve, qu'on a avec notre métier, c'est qu'on est mis sur un piédestal de par notre titre, par les gens, par la population comme les sachants. Et on y reviendra un petit peu, tout à l'heure, je pense, quand on parlera prévention, mais on a cette responsabilité dans l'absence de responsabilisation de la population aussi, parce qu'on a trop voulu garder «le savoir» entre guillemets, entre les mains des sachants plutôt que de le distribuer autour de nous et je pense que c'est, pourquoi on en est arrivé là sur pas mal de points aussi. Donc c'est ça aussi qui t'a donné envie de lancer, ce fameux podcast, de Labo d'Hippocrate, il y a, il me semble, 1 an. Ouais, ça fera 1 an demain, c'est fou. Ah bah, ce sera un bel anniversaire. Ouais, le 29 août, 2024 du coup, 1er épisode qui est sorti et en effet, c'est en fait, ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est plusieurs choses. La première, c'était moi une perte totale de sens dans mes études. Je passais un peu par une crise existentielle qui est pas trop terminée encore, mais qui a fait que j'ai failli tout arrêter, au bout de, 7 ans d'études à peu près. Mais avant de tout arrêter, je me suis dit: «Bon, on a la possibilité de prendre 6 mois de pause dans nos études», donc j'ai pris 6 mois de pause.
Je suis parti voyager à travers le monde, je suis parti faire de la boxe en Thaïlande, je suis parti voyager en Guyane, bref, j'ai fait plein de choses. Et pendant cette période-là, j'ai aussi réfléchi à moi, ce que je voulais faire pour la santé des gens, pourquoi j'étais rentré en médecine et j'étais tombé un peu amoureux, c'est les mois d'avant sur justement, tu vois, on parlait des contenus très scientifiques, moi j'écoute pas mal de trucs en anglais, Huberman Lab, toutes ces choses-là et je me dis: «Ah attends, c'est super chouette comme truc». Je trouve pas trop ça en France et je trouve beaucoup trop de discours qui sont faux ou alors qui sont, dogmatiques, sans vraiment, trouver des sources derrière, même si bon, il y a plein de bons contenus, hein, je ne veux pas, m'écouter râler, tout le temps, mais avec ça, je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose à faire». Quand j'ai commencé et je me suis dit à ce moment-là, j'étais à l'autre bout du monde, j'étais au Laos, sur une île, logé par un communiste, cette histoire est incroyable. Hem, C'est une belle anecdote ça. c'est une très belle anecdote. J'étais au bord du Mékong et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je pourrais faire?» Je voulais créer un média, je voulais créer quelque chose où, voilà, moi je pouvais aussi, pas prendre la parole, parce que je ne considère pas que j'ai pas plus de savoir, que quelqu'un, mais en tout cas inviter des experts pour parler. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais inviter 2 personnes, enfin je vais proposer à 2 personnes. Si elles disent oui, je lance le podcast». Première, c'était Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du Coureur, qui m'a répondu 5 OK. minutes après, avec grand plaisir. Et le deuxième, c'était Anthony Berthoud. Heu, Pareil, Ouais. je venais de lire son bouquin de 1 500 pages là. Je me dis: «Waouh, si je peux discuter avec lui, ce serait incroyable» et J'ai pas encore il lu moi, je l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que c'est prévu. il est vraiment très, très chouette et lui aussi a dit oui en 5 minutes et en fait, en moins de 10 minutes, je suis passé de: «Oh tiens, je ferais peut-être un podcast» à: «Oh merde, faut que je fasse un podcast en Ouais, fait». ouais, non, faut que je le fasse, ouais. Et j'ai plus le choix et j'ai plus le choix. Il y a les 2 personnes incroyables qui ont dit OK et donc voilà, j'ai commencé à tourner en août. Au début, c'était, avec une vieille caméra d'ordinateur, mon gros casque sur les oreilles, un petit micro acheté 20 balles sur Amazon et puis voilà, là, ça commence à prendre un petit peu une structuration différente et voilà et depuis c'est une très chouette aventure. C'est une très, très chouette aventure. En tout cas, pour revenir sur ce que tu as dit au préalable, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même, beaucoup de j'allais dire d'étudiants en médecine, mais pas que, d'étudiants, dans le domaine de la santé, qui ont un petit peu ce passage à vide et où ils se demandent un petit peu la question du sens, quand on voit un peu, bah, voilà l'état, de notre société et comment le système de santé, traite les patients en fait au final, c'est vrai que c'est assez dramatique. Moi-même, peut-être à une plus petite échelle, je l'ai vécu, parce que je me suis pas exilé aux 4 coins du monde, avec un ça me fait beaucoup marrer cette anecdote avec, le communiste. Mais ouais, pour te dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens, dans le monde médical qui ont aussi vécu ce type d'expérience et je trouve ça super bien que tu as pu, enfin voilà, te «relever» entre guillemets en essayant d'y mettre toi-même du sens en fait. Mmh. En te disant: «Bah voilà, j peut-être que, finalement, je peux tourner, mon métier de base en quelque chose de positif, même si au départ tu y trouvais pas forcément, du sens, dans les premiers épisodes». Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment inspirant, de l'entendre aussi de la part justement de l'internistes parce qu'on sait que, voilà les étudiants, d'internes en médecine sont pas toujours, bien traités ou bien, rémunérés par les hôpitaux ou leurs supérieurs donc je trouve ça bien en tout cas ce podcast voilà que tu as lancé et du coup comment un petit peu, tu as réfléchi, à ce nom, le labo d'Hippocrate? Comment ça t'est venu cette idée de, bah, voilà de ce labo? Heu, tout s assez simplement en fait, c'est que, bah, du coup, j'écoutais Huberman Lab, heu qui est un peu la traduction du, labo d'Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique, américain et je trouvais ça assez chouette. Alors je voulais pas faire, le Léo Lab parce que je trouvais le nom nul, et que je suis pas trop enfin, j'ai pas trop envie de me mettre en avant. J'ai envie que le projet, si un jour moi je décide de l'arrêter, quelqu'un d'autre puisse le reprendre sans aucun problème et donc Heu, bah, Hippocrate, ça venait un peu de soi. C'est assez voilà, quand on est rentré en deuxième année de médecine, notre doyen, j'étais à la faculté d'Angers, notre doyen nous a lu le serment d'Hippocrate. Voilà, les frissons de parcours en écoutant ces quelques lignes et c'est quelque chose que tu gardes en tête et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, heu, pour moi dans la vision un peu que j'ai de la médecine
et donc voilà, je me disais, je pense que si Hippocrate avait un petit labo, il aimerait bien interviewer tout un tas de personnes pour dire plein de choses à la population, comme ça. Non, mais justement, je trouvais que c'était, super bien trouvé, le nom, le labo d'Hippocrate. Effectivement, ça fait sens avec le serment d'Hippocrate, comme tu l'as rappelé. Mais du coup, par rapport à ton podcast, là, ça va faire 1 an. Heu, Comment tu le vois évoluer? Donc tu as déjà donné un petit élément de réponse en disant que tu voulais que potentiellement, le podcast te dépasse, dans le sens où, un jour, tu pourrais le transmettre à quelqu'un d'autre, par exemple, ou faire intervenir, d'autres personnes, comme, intervieweurs. Enfin voilà, comment un peu tu vois, l'avenir à moyen terme pour ce labo? Alors, je dirais même plus que je veux qu'il me dépasse, en fait, je veux qu'il me résiste. L'idée de ce podcast, c'est vraiment d'offrir un espace d'échange et de devenir un peu une référence de: «Ah tiens, ça fait quoi la sédentarité sur mon corps? Ah mais tiens, je crois qu'il y a un podcast, là qui parle de ça. Ah, comment mieux dormir? Ah, il y a un podcast qui parle de ça», et moi je suis drivé un peu dans ma vie par, le fun. Je veux prendre du plaisir, tu vois? Connu le non-plaisir justement dans mes études et dans mon taf, heu et Des tant que ça obligations, ouais. ouais, tant que ça m'amuse en fait, je continue. Le jour où ça m'amuse plus, ou alors le jour où je ne suis plus porté par l'aide que j'apporte aux gens, où j'ai plus le sentiment de le faire, soit en effet je le transmets à quelqu'un qui pourra redonner cette flamme à cette idée-là, soit je l'arrête. Je vous rassure, hein, c'est pas près d'arriver parce que je m'amuse quand même énormément, mais voilà, c'est quelque chose qui est important aussi, savoir pourquoi tu fais les choses. Parce que quand tu perds réellement le sens de faire les choses, c'est très, très difficile. Donc voilà, maintenant je suis resté, drivé par cette idée-là en me disant, «Tant que j'ai du sens à faire ce que je fais, je continue de le faire». Bah, c'est tout à ton honneur en tout cas, et puis c'est vrai que du coup je suis passé un peu sur ton podcast et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de sujets différents. Il y avait, des sexologues, des, coachs sportifs, d'autres médecins, chercheurs et cetera, et au final, je trouve que même nos 2 podcasts sont un peu complémentaires dans le sens où, moi je parle quand même beaucoup, beaucoup de nutrition, c'est un peu le thème de mon podcast, mais j'exclus pas un jour aussi de faire, voilà, des épisodes de santé. Mais voilà, ces 2 podcasts, je trouve, sont assez complémentaires. Je sais pas, ce que tu en penses? Mmh. Ouais, et alors, en fait, moi, je suis Et en parti plus, d'un on a eu prin aussi des intervenants en commun, notamment en le commun. docteur, Kevin Sessel. Ouais, j'ai même fait 2 épisodes avec Kevin en plus. Ouais, je sais, j'ai vu ça, parce que, bah, je suis beaucoup, le docteur, Sessel, mais ouais, non, mais ça m'a fait plaisir justement il intervient beaucoup, c'est bien, il met bien en avant, les diététiciens parce qu'à la base, lui, avant d'être, un professeur, conférencier et cetera, c'est un diète de base. Et c'est aussi mon 1er métier donc je suis évidemment, très content d'avoir un représentant, dans le monde de la diététique aussi, impactant et intéressant. Heu, je pourrais même dire que puisqu'il est un peu plus enfin, il est quoi? Il a quand même, facilement 10 ans de plus que moi. Je le prends un peu comme, un exemple, un mentor, qui m'accompagne aussi beaucoup. Il me donne des conseils, assez régulièrement sur ce que je fais. Et enfin voilà, enfin ça m'a fait plaisir en tout cas de voir que les connexions comme ça, puissent se faire, entre lui, ton podcast, mon podcast, et qu'on tourne cet épisode du coup, quasiment, pile le jour de son anniversaire. Mmh. Ouais. Non, non, Kevin, pour le coup, il fait vraiment un taf très chouette. Il a une capacité de vulgarisation, heu, qui est vraiment, enfin, même ses vidéos YouTube, c'est un moi, quand j'allais, sur LinkedIn, à l'époque, même avant de lancer le podcast, débunker certains, posts, qui disaient n'importe quoi, je prenais ses vidéos YouTube, je faisais copier-coller, je disais: «Bah, tiens, allez voir ça, vous allez avoir votre réponse», et non, non, il faut plus de Kevin sur le secteur de la santé. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, on va parler aussi pendant ce podcast de prévention. Ça m'intéresserait un peu justement d'avoir, l'avis d'un, étudiant, du coup qui finit bientôt son internat en médecine sur, bah, un petit peu, ce terme en fait, je dirais même plus largement en Occident, en Europe. Parce que je pense un peu de notre système de santé de manière générale, Alors, je voilà, sais pas tu si peux tu te peux lâcher, il y a pas de tabou, si tu poses la question à la bonne personne. Bon, je préfère, petit disclaimer, à ceux qui nous écoutent, ceci n'engage que moi et mon opinion personnelle,
dû à mon parcours et à de nombreuses choses que j'ai vues ou faites qui m'ont, légèrement laissé quelques séquelles et voilà, ça reste ma vision, rien de plus. Bon, on a un système de santé qui va tout droit vers, l'effondrement complet, dans les années à venir. Pour la simple et bonne raison que, son fonctionnement n'est pas, viable économiquement à long terme, que, la sécurité sociale et l'État et tout ce qu'on peut mettre dedans, coupent les vivres aux médecins, aux hôpitaux et à tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que récemment, en médecine générale, du reste, c'est la chasse un peu aux sorcières avec les arrêts de travail, avec des médecins qui sont mis sous objectif. Alors pour ceux qui connaissent pas la mise sous objectif, c'est la, sécu qui vous appelle et qui vous dit: «Oh là là, vous faites beaucoup trop d'arrêts de travail, on vous convoque». On vous convoque et on vous tape sur les doigts en disant: «Ah, vous faites beaucoup trop d'arrêts de travail, la sécurité sociale, elle perd de l'argent à cause de vous» et en fait, ils vous demandent pas pourquoi vous faites trop d'arrêts de travail. C'est-à-dire que moi, il y avait, un praticien dans un cabinet là où j'étais, il faisait beaucoup d'arrêts de travail, mais pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de patients, qui souffraient, qui avaient des souffrances psychologiques, parce que lui avait ce contact-là avec les patients et donc les arrêts de travail pour souffrance psychologique, burn-out, dépression, tout ça, c'est des arrêts de travail qui sont très longs, c'est des arrêts de travail qu'on reconduit très fréquemment et donc, statistiquement, c'est normal d'avoir plus d'arrêts de travail. Mais les statistiques, on s'en fiche quand, ce qu'on cherche, c'est juste l'argent. Ça, c'est pour la partie libérale. Pour la partie hospitalière, écoutez, je vais vous passer les détails, mais les urgences sont en train de s'effondrer complètement. Heu, c'est très dur à vivre en tant que soignant. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai failli tout arrêter. Hem, c'est très dur, parce que, on devient maltraitant. Alors, voilà, trigger warning, chose pas très chouette, incoming, mais importante à entendre quand même. Les gens sont attachés dans les urgences. C'est-à-dire que vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, passé un certain âge, passé un certain niveau de confusion, sont attachés, parce qu'il y a pas suffisamment d'équipes pour s'en occuper. Parce que sinon, c'est un petit peu le bordel dans les urgences, parce que les gens stagnent et se stockent. Dans les urgences, parce qu'il y a pas de lit, heu, en ce qu'on appelle des lits d'aval, donc des lits d'hospitalisation. Donc c'est arrivé, moi j'ai fait quelques services d'urgence, il y en a un pour le coup où je les salue si vous m'écoutez, hein, j'ai adoré travailler avec vous, mais c'était, des conditions catastrophiques où les gens, restaient sur des brancards entre à peu près 3 jours, 3 à 5 jours, dans des urgences fermées, sans un seul rayon de soleil extérieur. Hem, donc vous vous doutez bien, en 3 jours, on a le temps de faire ses besoins sur soi, on a le temps de tout ça. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est caché. Il y a un peu une omerta autour de tout ça, ce que je trouve très dommage parce que j'ai toujours dit que le jour où les gens se rendent compte d'à quel point on traite leurs aînés, et de comment on les traite, pardon, tout le monde serait devant les urgences, en fait, en train de manifester et de vouloir, l'égalité des soins, pour tous. Hem et donc voilà, tout ce que je vais vous dire sur la prévention sort de ce contexte-là et je vous passe certains détails, mais voilà, le système est en train de s'effondrer complètement et donc la grande question c'est: «Mais pourquoi on forme pas plus de médecins? Pourquoi les médecins ne vont pas à la campagne? Pourquoi ces horribles étudiants en médecine n'ont plus la vocation?» C'est vrai Je que ris. ça tombe à pic parce que, il y avait eu, il y a, peut-être déjà quelques mois, cette polémique sur, les manifestations des médecins, par rapport, je sais plus si c'était une loi ou un décret, Mmh. où justement les obligeait à s'installer dans les comment on appelle ça? Les Les zones déserts, sous-denses, ouais. voilà, les déserts médicaux, pendant X années après, leurs études, et que beaucoup de gens, c'est vrai, leur sont un peu tombés dessus, en les traitant un petit peu, voilà, de gens égoïstes qui pensaient qu'à leur petit confort, à vouloir gagner toujours plus d'argent, alors que, et moi je le dis sans aucun souci, les médecins ne gagnent pas beaucoup, en Europe, surtout dans les pays francophones. C'est dérisoire par rapport aux pays, anglophones, notamment, Amérique, Canada et Australie. Mmh. Complètement et tu parlais tout à l'heure, pour faire un peu de perspective et après je vais enchaîner sur la partie déserts médicaux médicale parce que c'est important d'aborder ce sujet.
Chez les internes en médecine, il y a à peu près 25 des internes qui ont déjà pensé au suicide. C'est 40 affolant, hein. qui souffrent d'anxiété chronique. Je crois que c'est toutes les 2 semaines, il y a un interne qui se suicide ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire des futurs médecins, on en a perdu, hein, en maltraitant, les étudiants, hein. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui auraient pu aller dans des déserts médicaux si on les traitait bien. Mais en fait, cette question des déserts médicaux, c'est un problème qui est normal, de se poser. Moi, si j'étais pas dans le milieu, je me serais dit: «Mais ils ont qu'à aller là où il manque de médecins». Mais en fait, c'est qu'il y a aucun endroit où il y a trop de médecins. Il y a aucun endroit où il y a, le premier désert médical de France, c'est Paris, hein, pour ceux qui pensent que c'est les campagnes. Donc il y a aucun endroit, en fait, où si je prends un médecin, typiquement, prenons un cardiologue, le docteur Virginie Marchal, qui a fait un réel sur Insta comme ça la dernière fois que je trouvais parfait. C'est on prend un médecin, on le bouge, on l'emmène à la campagne. Mais ils vont faire quoi tous ces patients? Bah, ces patients, ils vont le suivre, ils vont aller à la campagne, ils vont faire 2 heures de route parce que ça se voit, des patients qui font 2 heures de route pour voir un spécialiste et c'est normal et donc c'est un peu comme si votre voisin, dans sa piscine, il a de l'eau, allez, jusqu'aux genoux. Vous avez envie de vous baigner, du coup, vous allez chercher de l'eau chez lui et comme ça, vous avez tous les 2 de l'eau jusqu'aux chevilles. Bah, génial, l'après-midi piscine, elle va être chouette. Mais c'est un peu ça et donc la prévention dans tout ça, parce que je m'égare un petit peu, mais la prévention dans tout ça, pour moi, elle vient en résolution de tous ces problèmes. Pour la simple et bonne raison que je pense pas qu'on manque de médecins, enfin, on manque de médecins factuellement, on manque de médecins, mais on a surtout beaucoup trop de malades. Alors pourquoi on Ouais, a trop c'est de plutôt malades? ça le paradigme. Exactement. On a trop de malades parce qu'on a une population qui est vieillissante. Alors le vieillissement n'est pas une maladie, hein, je tiens à préciser quand même. On a, une population qui est vieillissante, donc forcément plus d'apparitions de maladies chroniques ou de choses comme ça. Mais on a aussi un une hygiène de vie qui se détériore. On a quelques statistiques, hein, maintenant, si je dis pas de bêtises, ce serait à vérifier, mais je crois que c'est 40 des cancers qui seraient évitables par des changements de mode de vie et 80 des maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, hypertension, hem, comment? Infarctus, AVC, Épidémie, toutes ces ouais. choses-là. Voilà. C'est, heu et en fait, si on enlève ça déjà, ne serait-ce que ça, alors je ne parle même pas tous les décès qui pourraient être évités, hein. Mais, on a moins de consultations chez le généraliste, du coup, il y a moins d'attentes. Il y a moins d'attentes pour les spécialistes. Il y a moins d'attentes aux urgences, parce qu'on sait très bien que ce qui fait que les gens vont aux urgences, c'est pas que les gens n'ont rien, hein. Moi, c'est ce que je croyais pendant longtemps au départ, avant d'être confronté. C'est juste qu'on a de plus en plus de personnes âgées, ce qu'on appelle morbides, donc avec beaucoup de pathologies, des gens qu'on doit forcément hospitaliser, quand il y a eu la grippe ou le covid, l'hiver, c'est ça, hein. Vous mettez une grippe à quelqu'un qui n'est pas malade, bah, il va être un peu au sol pendant 15 jours. Vous mettez une grippe à un diabétique, à un obèse, voilà, c'est là où, heu, on a notre rôle aussi et donc en diminuant le nombre de malades, on finit par diminuer l'afflux aux urgences, par diminuer la maltraitance institutionnelle, par diminuer le nombre de lits, nécessaires. Trop bizarre, on finit par diminuer l'enveloppe d'État et donc les dépenses liées à Oui, la oui, santé. oui, c'est logique, hein, mais c'est vrai que peut-être, tu n'as pas encore, abordé ce point-là, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur une médecine curative. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'ils cherchent à traiter, dès qu'il y a, l'apparition d'une pathologie, mais on met pas assez de budget dans justement la prévention de ces pathologies. mmh, mais en fait, c'est assez simple quand on y pense de savoir pourquoi. C'est que tout ça, c'est politique. C'est-à-dire que, alors, je suis pas un anarchiste, hein, je préfère préciser. Mais les politiques cherchent à être réélus, d'année en Mais année, oui, ça de c'est de leur tout ça. métier. C'est factuel et donc, heu, prendre une décision en matière de prévention, c'est pas une décision qui a de l'impact, là, dans les 6 prochaines années d'un mandat électoral. C'est des décisions qui ont de l'impact dans 20, 30 ans et c'est là où on verra, qu'il y a une amélioration et donc notre système de santé, il est très beau sur le papier parce qu'en effet, on ne paye pas pour nos soins, on ne paye pas pour des traitements qui coûtent des dizaines de milliers, d'euros et c'est très bien. Mais moi, je suis persuadé que notre système de santé, il serait encore plus beau si on était juste beaucoup moins malade. Mais c'est pour moi ça Ce un serait système de santé. effectivement l'idéal. Mais du coup, on peut pas mettre d'argent. En tant que politique, on peut pas prendre de l'argent et la mettre dans de la prévention. Parce que, en gros, pour vraiment très grossir le schéma, les dépenses de l'assurance maladie, elles sont votées, je crois, toutes les 2 ans par, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie.
C'est à peu près c'est un pourcentage du PIB. Je sais plus combien de pourcents c'est, ça doit être, 3-4. Je dirais une connerie. Mais de là découle tout l'argent qu'on donne. Et donc, comme on te donne une enveloppe globale à ce niveau-là, bah, tu peux pas dire: «Ah ben non, on va retirer un peu d'argent là pour en mettre dans la prévention». C'est pas possible. Parce que du coup, on en enlève en bas. Et donc, comme on est un peu bloqué à ce niveau-là et qu'il y a pas un vrai pourcentage de PIB qui est juste pour la prévention, sans en retirer au curatif, bien sûr, et ben, en fait, la prévention sera pas mise en avant. Et je pense, malheureusement, que pour moi, la solution viendra du secteur privé et absolument pas du secteur public. Ah OK. J'avais pas envisagé ça comme ça puisque, oui, toi, tu veux dire privé dans le sens, des entreprises qui se seraient, spécialisées dans justement, l'accompagnement, enfin de une personne entre guillemets, dans son état de santé et donc plutôt agir sur la prévention. Moi, c'est vrai que quand tu dis privé, ça fait un petit peu je ne suis pas complotiste, warning, mais, quand tu me dis privé, moi, je pense tout de suite à industrie pharmaceutique et agroalimentaire, Non, et donc non, non, comme eux, je ils je ont pense que y a malgré tout, même si ça reste, parfois, enfin, ils font parfois des très bonnes choses, hein, je dis pas, hein. Ils font partie du problème, justement cette société qui est malade. Enfin voilà, ça m'a perturbé, mais effectivement, c'est possible que des entreprises, privées puissent, mieux agir sur, la santé de la population et donc sur l'aspect préventif au final, que, l'État ou la sécurité sociale. Ça, je te rejoins, totalement. mais on a Mais peur du privé. ah On a oui, peur du clairement. privé parce qu'on a peur du système à 2 vitesses comme les États-Unis actuellement. Enfin actuellement, c'est un peu mieux, enfin pas là maintenant, mais bref. Comme les États-Unis, alors qu'on est en fait complètement dedans. C'est-à-dire que si vous avez les moyens d'aller en clinique privée, passer, dans des urgences un peu plus luxe, aller dans des, endroits, où vous ne serez pas, entassés, comme des animaux et tout ça, alors même le privé en souffre, hein. Mais si vous avez l'argent, vous serez mieux soigné actuellement que si vous allez dans le secteur public. Alors, bien sûr, il y a, voilà, s'il y a des chirurgiens ou n'importe qui m'écoute et qui a les poils qui s'hérissent, bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais en grande majorité, vraiment, je pense que le secteur privé permet d'être bien mieux soigné, en termes de confort, du reste et en termes de respect de l'humain, que le secteur public. Et donc ce système à 2 vitesses, on y est complètement. On y est complètement. Moi, parce que j'ai un peu une, théorie par rapport à tout ça. Enfin, je pense pas que c'est une théorie, mais mon idée, en fait, c'est que toutes ces maladies chroniques, en fait, c'est vraiment des pathologies sociétales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, vraiment l'évolution de notre société qui a créé ces pathologies et notamment à cause, du capitalisme et du fait qu'on pousse à toujours plus consommer et à toujours plus, gagner de l'argent. Du coup, au final, quand on regarde, l'obésité, si c'était pas une maladie, du coup de société, n'aurait pas triplé, en 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible que, la génétique ou l'épigénétique seule puisse expliquer qu'on triple une maladie en 50 ans ou même l'accroissement de la population, tu vois? C'est beaucoup trop gros et puis, voilà, ça a fait l'essor, justement, de la société, enfin, de tout ce qui est services tertiaires, donc moins en moins la promotion de tout ce qui est travail manuel, moins d'activité, plus de travail de bureau, donc beaucoup plus sédentaire. Heu, toute, la pollution, de notre environnement qui découle de ces sociétés. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que beaucoup des problèmes de santé qu'on rencontre actuellement, seraient évités si on avait un système sociétal différent, en fait. Mais, ces maladies, on les appelle typiquement les maladies de civilisation, hein. Oui, tout à Heu fait. et donc en effet, tu vois, c'est dû à la civilisation. Mais je pense que ouais, c'est compliqué. Sur la partie économique, c'est compliqué parce que je pense aussi que, en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir et qu'en effet, la société de consommation a posé énormément de problèmes, parce qu'on a toujours poussé à consommer plus et tout ça. Mais c'est aussi, une tangente qu'on a pris et quelque chose qui a continué d'être suivi comme ça. Mais si la société, de consommation, elle pousse, plus à prendre soin de soi, et c'est pour ça que je pense que la Oui, solution vient aussi du privé, tu vois? C'est que, bah, oui, il y a de l'argent à se faire dans la santé, il y a de l'argent à se faire si les gens sont malades. Ça, il y a un paquet de fric, en effet, et ça, c'est un ça problème. d'ailleurs, il y avait un très bon post de Thibaut Violet, Tip Science, qui avait mis justement en avant que un des business les plus florissants, c'était justement le business autour de la santé. Mmh. Je sais pas si tu l'avais vu passer, mais ouais, c'était aussi ses conclusions
Ah mais c'est fou et puis, dans toutes les parties, tu vois? Le business des compléments alimentaires, waouh! Sur les, 5-10 Ouais, c'est vrai dernières que années, il a explosé. Alors qu'il y a, pour beaucoup d'entre eux, assez peu de preuves scientifiques sur leur efficacité. Mais comme la santé, c'est quelque chose qui fait peur aux gens, bah, le business de la peur, c'est le meilleur des business possibles. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que la santé, ça fait peur et le meilleur des business, ça restera toujours le business de la peur et donc c'est comme ça ouais, qu'on ça oui. arrivera à vendre, tu vois? Moi, si j'ai bien compris, tu justement te lancer un peu plus dans ce secteur de la prévention, prochainement, Ouais, en fait, moi, par tout mon parcours et tout ce que j'ai vécu, je ne pense pas exercer la médecine, telle qu'on peut en tant que tel, l'imaginer. de Voilà, manière traditionnelle. en faisant du soin, du un pour un et tout. Je salue grandement les gens qui arrivent à faire ça. Moi, c'est plus possible pour moi, malheureusement. Je ferai un peu d'urgence par-ci par-là de temps en temps, pour, voilà, complémenter des revenus, mais je vais surtout lancer. Là, on est le 28 quand on tourne ça, donc le 2 septembre prochain sort le site internet, de mon projet qui s'appelle H, avec un petit point à côté, qui a pour ambition d'être un écosystème digital de prévention. Qu'est-ce que ça veut dire ces gros mots? Ça veut juste dire qu'on veut pouvoir vous apporter la bonne santé à portée de main et vous aider à prendre soin de vous avec une facilité déconcertante. Parce qu'on a trop longtemps fait croire que pour être en bonne santé, il fallait courir 4 fois par semaine, il fallait, peser chaque grain de riz que vous, mangez, il fallait, être, extrêmement rigide et que à l'inverse, dès qu'on prenait une bière, c'était la mauvaise santé et: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait n'importe quoi» et on a oublié toute notion d'équilibre. Donc c'est l'idée, cet écosystème-là et on est justement en train de construire notre premier outil, mais on parlera peut-être après, je sais pas. Et d'ailleurs, moi, ça m'avait un peu étonné quand, j'avais découvert que tu te lançais dans cette aventure, par rapport au nom justement. Donc je pense avoir trouvé pourquoi tu l'as appelé H, mais je te laisse, l'expliquer. Ouais, un nom un peu bizarre. En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais quelque chose de simple, qui peut s'internationaliser sans problème. La deuxième, c'est que je voulais appeler l'assistant Hippocrate et que j'aime à penser, enfin, c'est même pas j'aime à penser, c'est on va le faire. L'idée de c'est un écosystème, c'est on crée un outil, puis un deuxième, puis un troisième et tout ça autour de H et chaque outil aura un nom qui commencera par un H. Donc la couleur du H, c'est le bleu foncé, le point est bleu clair et du coup chaque, nom aura aussi cette même structure-là et enfin, c'est que H a une ambition, c'est de faire revenir les gens à la simplicité et de faire revenir les gens et la prévention à l'humain. Donc H pour humain, je trouvais que ça sonnait pas trop mal. Tu m'as fait peur, j'ai pensé que tu allais pas le dire et que j'allais passer pour un con. Parce qu'effectivement, du coup, je me suis dit: «Ah mais oui, H pour humain», parce que c'est vrai que tu parles quand même beaucoup de justement de médecine qui respecte l'humain, donc je me suis dit, «Si c'est pas ça, je n'ai rien compris, j'ai fait mon détective du dimanche». Si c'était pas ça, je te l'aurais volé, hein, parce que ça aurait été une bonne idée. Oh! Et du coup, explique-moi, un petit peu là, enfin si tu peux, parce que du coup, comme tu disais, tout n'est pas encore finalisé. Mais comment un peu tu imagines, cette plateforme, quel type d'outils tu veux proposer? Est-ce que ce serait des petites capsules informatives? Est-ce que ce serait, bah, voilà, trouver, des spécialistes ou des médecins sur la plateforme, Bah, comment tu as un peu imaginé ça? Alors, non, non, t'inquiète, tu peux en parler parce que c'est très concret. Je sais pas quand sort l'épisode, mais au Normalement, ça moment devrait être lancé. donc pour ceux qui veulent en savoir plus, pendant que je parle ou après, faut vous rendre sur le site www.h-solution avec un s.fr. Hem Sur ce site-là, vous trouverez donc notre vision, de H, ce qu'on veut en faire et surtout le premier outil qui sera la base de tout dans cet écosystème-là. L'idée, c'était de créer un pote que tu as dans ta poche, qui vient te poser des petites questions tout au long de la journée. Mais pas n'importe quelle question, on va pas te demander de quelle couleur est le ciel ou, qu'est-ce que tu as mangé dans tes céréales ce matin? Mais on va te demander simplement comment tu te sens. Parce qu'on part du principe que la santé, pour pouvoir la tenir sur la durée, il faut faire attention à ses ressentis.
Et donc Hippocrate C'est super intelligent. va fonctionner ainsi. Plusieurs fois dans la journée, on va te demander comment tu te sens sur 4 piliers, que moi j'appelle les 4 piliers pour une vie en bonne santé. Donc l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la santé mentale. Plusieurs types de questions qui vont arriver tout au long de la journée. Tu réponds, tu as 2 questions. En moins d'une minute, tu as répondu aux questions. Tu es stressé, on te donne ce qu'il faut. Méditation, cohérence cardiaque, activité physique, petits conseils de déstress. Tu as envie de bouger? Yoga, renforcement, HIIT. Tu as envie de dormir? Audio d'endormissement, conseils pour mieux dormir. L'idée, c'est de répondre à un besoin immédiat et donc le schéma, il est assez simple. Tu reçois une notification, tu cliques dessus, tu arrives sur l'application, tu réponds aux 2 petites questions sur 2 différents piliers. Si ta réponse est en dessous des seuils qu'on a définis, on te propose une micro-action à réaliser. Tu peux la faire, tu peux ne rien faire, il y a aucun problème. Ce qu'on part d'un présupposé qui est le fondement de tout cet outil-là, c'est que la santé, ça se construit pas avec des plans de 4, 5, 6 mois comme on peut faire chaque début d'année où on se dit: «Tiens, je vais méditer tous les jours pendant 10 minutes pendant 6 mois». Non, la santé, elle se construit jour après jour, par rapport à ce que vous vivez, par rapport au temps que vous avez et si vous avez que 2 minutes pour faire de la méditation aujourd'hui ou si vous avez la flemme d'en faire, OK, il y a pas de problème. Et cet assistant-là, ce sera votre bon pote. Vous refusez, aucun problème. Il vous dira: «À demain, bonne soirée, profite bien», et on a voulu mettre vraiment ça en avant parce que la majorité des solutions qui existent, c'est rempli d'injonctions, rempli de: «Ah, tu as pas fait ton entraînement aujourd'hui. Oh, ça fait 3 jours que tu t'es pas entraîné. Oh, tiens, cours, 3 kilomètres aujourd'hui» et en fait, et si j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais? Ben en fait, au bout de la deuxième, la troisième fois, à force de culpabiliser, je vais juste désinstaller l'application et c'est pour ça que Ouais, je vais bah, jamais tenir pour la durée. dès qu'il y a de l'obligation, à un moment donné, la motivation, ça peut durer quelque temps, mais à un moment donné, ça s'effondre et bah, c'est pour ça qu'on voit, par exemple, que beaucoup de gens en début d'année qui veulent, faire, des régimes drastiques ou, une activité physique trop intense, d'un coup, au final, ne tiennent jamais leurs engagements. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens un peu qui nous écoutent, c'est Hippocrate, ça va être enfin le pourquoi vous arrivez à tenir vos résolutions de début d'année. On va vous aider à prendre soin de vous avec une telle facilité qu'il y aura plus de: «Ah, je dois courir 10 kilomètres ce soir». Ah, vous serez presque content de faire un petit peu de sport le soir et surtout content de refuser parfois quand vous avez la flemme et c'est OK. Et Bah, en tout voilà un cas, petit peu c'est l'ambition une qu'on a belle avec ça. ambition, hein, et Ouais, une très bonne idée. c'est une chouette idée, je suis content d'avoir eu cette idée, Je hem, comprends. parce que, parce qu'elle va dans alors, elle est assez particulière cette idée, parce que moi, tu vois, je suis encore en stage en cabinet et en fait, ce que je propose là, pour les gens, je n'arrive pas à le faire en un pour un avec les patients. Parce que pas le temps, parce que, voilà, je suis plus ou moins compétent, dans ce que je fais, au cabinet en tout cas pour cette partie-là de prévention. Parce que j'arrive pas à adapter ma pratique, à au fonctionnement de la médecine générale et donc cette idée-là, en fait, elle vient aussi de ça, de cette frustration de ne pas réussir à faire ce que j'aurais envie de faire pour les gens, de ne pas réussir à le faire en réel et donc là, de vouloir toucher un maximum de personnes. C'est une super idée. Moi, en tout cas, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention, dans les prochaines semaines et les prochains mois pour voir, comment tout ça se développe et du coup, ça sera sous forme d'application? Ouais, ce sera une application, qui sera sur iOS, Android. La version commerciale est payante, parce que ce sera forcément payant, on n'a pas le choix. Arrivera elle, sur les 3 premiers mois de 2026 si tout va bien. On construit pas un truc pour les personnes, on construit un truc avec les personnes. Parce que les personnes les plus concernées par leur santé, ça reste vous-même. Et je peux pas vous dire que je fais une application qui se base sur vos ressentis et ne pas écouter ce que vous me dites dans vos retours. Ça, c'est pas possible. Donc non, non, on va construire ça avec les gens justement. C'est une notion clé de la prévention, hein, l'empowerment, le fait de prendre sa santé en main, et je trouve que c'est un beau concept,
et c'est bien de pouvoir enfin le concrétiser, en pratique en tout cas. Mmh. Bah, Ouais, écoute, je complètement. sais pas, si tu as, encore un mot à ajouter, pour notre épisode? Heu, Est-ce Qu'est-ce que que tu je as pourrais est-ce que dire? tu as un message clé que tu as envie de faire passer, par rapport, à ton labo d'Hippocrate et à ta future application H? Moi, je dirais plus un peu une réflexion de vie. En fait, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans la médecine, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est le contact qu'on a eu avec la mort. Parce que par ce contact-là, on se rend compte d'à quel point la vie est précieuse et j'ai jamais entendu personne sur son lit de mort me dire: J'ai pas assez travaillé». Mais j'ai beaucoup entendu de personnes dire: «J'ai pas passé assez de temps avec les gens que j'aimais et j'ai pas pris assez soin de moi». Et je pense que c'est la chose qu'il faut se souvenir, c'est que tout a une fin, mais bon, le plus tard elle arrive, le mieux on se porte. Ce que tu viens de dire là, ça fait un peu écho en moi parce que, il y a 2 ans, j'ai aussi eu une période compliquée. D'ailleurs, bah, pour les gens qui me connaissent bien, ils savent la signification de mon tatouage qui est très proche de ça justement, que peu importe les secteurs, dans ta vie, en fait, tout a une fin et donc il vaut mieux en profiter. Bah, je pense que c'est sur ces mots qu'on va, finaliser ce podcast ensemble. Ça a été un super moment avec toi, Léo. Donc je suivrai avec attention, tes prochains, podcasts et cette application, H sur la prévention et donc bah, voilà, je vais te souhaiter une belle soirée. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi.